Bonjour, c'est Bertrand Gillet sur Musicami. Salut à tous les amis, bienvenue sur ce 13e épisode de Musicami. Il y a tout juste un an sortait le tout premier épisode de Musicami dans lequel j'accueillais Nicolas Puzet, professeur de trompette au conservatoire de Besançon, qui a été mon prof pendant 3 ans et que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous faire rencontrer Bertrand Gillet, qui a été mon tout premier prof et avec qui je retravaille depuis 2 ans. Avec Bertrand, on a parlé carrière, pédagogie, mais on a aussi joué ensemble et même dégusté du vin. Mais ça, c'est parce qu'on est accueilli par une famille incroyable, la famille Lafouge. On tourne l'épisode sur leur domaine, vous allez découvrir ça, c'est vraiment pas mal. Un grand merci à eux pour leur accueil. Sur ce, je vous laisse découvrir Bertrand. Bon visionnage. Bonjour Bertrand. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. avec un grand plaisir. Ça me fait plaisir depuis le temps qu'on en parle. Exactement. Pour commencer, comme d'habitude sur Musicami, est-ce que tu pourrais te présenter? Autrefois c'était en 30 secondes. Je te laisse un peu plus libre. Ah, ça c'est sympa. Voilà, donc en gros, pour que les gens sachent un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. D'accord. Bien, alors je suis donc Bertrand Gillet. J'ai commencé à étudier la trompette à l'âge de 13 ans, en ayant l'idée d'en faire le métier. Et ça fait donc 30 ans que j'exerce. J'ai commencé à enseigner dans les écoles de musique de Meursault et Chagny, puis au conservatoire de Beaune. J'ai dirigé ces deux écoles de musique, de Meursault et de Chagny. J'ai dirigé également les orchestres d'harmonie de ces deux villes. Aujourd'hui, je suis enseignant à l'école de musique de Quetigny et au conservatoire de Dijon. J'ai joué au sein de l'orchestre d'harmonie de la musique de l'air de Dijon. J'ai créé l'ensemble de Cuivre Cadence. Et aujourd'hui, je participe aux productions de l'orchestre Dijon-Bourgogne. Parfait. Avant d'entrer vraiment dans les questions plus pures et dures, je te propose un petit jeu Ok, qui, en gros, c'est le jeu du tu préfères. Donc il va falloir que tu choisisses entre deux possibilités que je vais te donner. d'accord. Le truc, c'est que ce soit un peu sans réfléchir. Donc du tac au tac, tu préfères Dangereux ça. ça, non? C'est dangereux. Et tu justifies le moins possible. De toute façon, on pourra revenir dessus après. Ok. Donc, t'es prêt? Quintette de cuivre ou orchestre symphonique? 4 têtes de cuivre. Légende d'Enesco ou Neruda? Enesco, La souplesse ou le détaché? souplesse. Jouer le matin ou le soir? Matin, Forte ou piano? piano. Enseigner ou diriger un ensemble? Difficile ça. Enseigner, Jouer en extérieur ou en salle? en salle, Cours individuel ou en binôme? binôme. Bravo. T'as réussi à pas justifier, hein. Bravo. Ah, ça veut dire que c'est peut-être à peu près clair donc. Bah, c'est ça. Comme tu disais dans ta présentation, à 13 ans, tu commences la trompette. Déjà, pourquoi à ce moment-là? Et est-ce que tu avais déjà une idée de la place que la trompette et la musique en général allaient prendre dans ta vie? Ou c'était un peu, je prends une activité comme on commence un sport ou quelque chose comme ça? Alors non, effectivement, quand j'ai commencé la musique, c'était dans l'idée d'en faire le métier. Voilà. Et après, alors je suis un petit peu obligé de raconter une anecdote, du coup, il y a pour ça aussi, je crois. Eh ben C'est oui. que lorsque j'étais collégien, on a eu droit à un forum des métiers, qui était d'ailleurs un petit peu long, bon, voilà, toute une matinée. Et puis effectivement, les présentations de papier, voilà, tout était passé en revue. Et quelques minutes avant la fin de ce forum, cette dame qui présentait tout ça nous dit « Ah, je vous ai pas dit, mais il y a aussi la musique ». Et il y a eu, je sais pas, une espèce de tilt. Alors bien évidemment, je lève le doigt, ça m'intéresse. Elle m'a présenté effectivement plus précisément tout ça. Et puis, je crois que c'est le jour où je me suis dit, je veux faire la trompette et surtout, je veux en faire mon métier. Donc Voilà. tu avais quand même découvert la trompette par un autre biais. Alors oui, je pense que c'est un instrument qui me plaisait déjà beaucoup. Alors, comme beaucoup de gens de ma génération, notre maître Maurice André donnait envie, voilà. Et j'avais Forcément. déjà compris aussi que c'est un instrument dans lequel on pouvait jouer toutes sortes de musique. Ouais. Le classique, le baroque, le jazz, la variété. À l'époque, il y avait beaucoup de trompettes dans la variété française. Et je m'étais déjà dit que ça allait être très chouette. D'accord, ok. Et du coup, tu t'es dit, je vais commencer. Alors, t'en jouais pas du tout, mais ce Alors, truc de la musique t'a donné envie. j'avais déjà essayé quelques instruments à la maison familiale parce qu'il y en avait. Mais non, étudier de manière sérieuse, non, c'était vraiment le début, Ok. quoi. Ok. Et justement, par rapport au fait de débuter un instrument, c'est super exigeant, enfin tout le temps, en fait, tout au long de la vie. Et je pense par exemple à un enfant qui va débuter, que ce soit la trompette, le hautbois, le violon, enfin peu importe. Au début, il faut quand même vachement s'accrocher pour avoir un son un peu correct. Qu'est-ce qui fait selon toi qui enseignes, donc qui en côtoie pas mal, qu'un enfant comme ça, petit de 7 ans, ou même de 13 ans d'ailleurs, s'accroche et continue? Alors, tu as cité plusieurs instruments, donc effectivement le son, en tout cas la trompette, je pense qu'il ne faut peut-être pas si longtemps que ça pour avoir un son qui
qui peut être assez plaisant. Mm. Après, le tout début, alors je dis ça parce qu'on le vit à chaque fois tous les ans, mais il faut que le choix de l'instrument soit quelque chose qui pétille dans l'idée. Et parfois, quand on s'inscrit, il n'y a pas de place dans certaines disciplines. Donc, si l'instrument, l'élève qui rentre, oui, bah, c'était mon troisième choix, c'est sûr que la motivation prend déjà un tout petit coup que si c'était vraiment la trompette que je voulais faire. Alors, c'est peut-être à la marge, mais n'empêche que ça existe. Ensuite, je pense que le début doit être enseigné de manière très ludique. Voilà, sous forme de jeu. Je pense qu'il faut y mettre déjà de la créativité, de l'improvisation et surtout, alors ça faisait partie des petites questions tout à l'heure, mais moi j'adore enseigner en binôme et ça, je pense que tout ça crée de l'émulation assez vite. Ensuite, je pense que les familles ont un rôle important. C'est-à-dire qu'il faut suivre le projet de l'enfant, il faut l'encourager à travailler son instrument, pourquoi pas créer un petit planning familial, des moments où on peut travailler, le mettre en valeur, jouer les petits morceaux qui sont déjà prêts à la famille, aux amis, à tout le monde. Et puis nous, enseignants, bien évidemment, le mettre en scène, si je puis dire, très vite. Voilà. Ouais. Et après, sans doute que les choses se font un petit peu naturellement, parce qu'il y a toute cette panoplie pédagogique qui permet de motiver les élèves. Oui, c'est ça. C'est vrai que nous, quand j'étais plus jeune, on faisait ça. Tous les jours à midi, pendant les vacances voilà, tout, parfait. Il y avait tous les instruments qui se lançaient. Ouais, des bons exemples. Et comment tu fais, parce que là, tu as dit que tu enseignes depuis 30 ans, c'est ça? Ouais. Comment tu fais au bout de 30 ans pour pas te lasser? Alors, t'insinues que je suis un vieux prof ou non? Du tout, je dirais expérimenté. Ah, bon. Alors, en fait, les 30 ans, moi, je peux dire qu'ils sont passés quand même très très vite. Je ne les vois pas passer. Et puis, je me dis que s'il y a un métier, on ne peut pas se lasser, c'est quand même le nôtre. Parce que chaque année est différente, on travaille avec des élèves différents, les projets également sont différents, les équipes sont différentes. Et puis là, on l'a compris dans la présentation, c'est que finalement, j'ai changé de structure en moyenne tous les 5 à 8 ans. Et du coup, ça permet à chaque fois une espèce de renouveau. Ouais. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, j'éprouve aucune lassitude et pourvu que ça dure. Ah, c'est trop chouette. Ouais. En tout cas, on ne ressent pas de lassitude en cours. Je vous remercie. C'est déjà ça. Les amis, je vous arrête 30 secondes pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Merci beaucoup à Cadence de nous soutenir sur cet épisode. En plein cœur de Dijon, le magasin de musique Cadence vous propose vente, réparation et achat de tout type d'instruments à vent, neufs ou d'occasion, de la trompette au tuba, en passant par le saxophone, la flûte ou encore la clarinette. Vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Vous avez même accès à un studio dédié pour essayer les instruments en toute tranquillité. Alors n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur leur site internet, le lien est dans la description, ou à vous rendre directement en magasin, on se verra peut-être là-bas. Sur ce, merci encore à Cadence et c'est reparti pour la suite de l'épisode. Et comment tu fais, parce que ça m'impressionne un peu, comment tu fais pour trouver le juste milieu, au cas par cas à chaque fois pour chaque élève, pour à la fois être exigeant pour qu'il progresse, et en même temps, sans l'être trop, pour qu'il garde du plaisir à jouer? Bien, alors ça c'est le grand dilemme des enseignants, évidemment. Alors tu as raison de dire, effectivement, au cas par cas, ça veut dire que pour moi, chaque élève a un projet. C'est-à-dire que, et donc tu me connais bien, tu me vois écrire souvent sur des petites fiches, tu as la tienne, mais j'ai la mienne sur toi, etc. etc. Donc ça permet d'avoir dans l'année, par exemple, un programme que je prépare et que je peux ensuite planifier dans l'année elle-même. D'accord ? Okay. Ensuite, je crois que si je reprends un petit peu ta question, tu dis, alors au cas par cas, ça c'est l'histoire du projet de l'élève, mais le juste milieu. Je pense que le juste milieu, c'est plutôt de s'adapter directement à la situation. Pour m'expliquer, c'est-à-dire que par exemple, dans les moments d'exigence, qui doivent être de la technique, etc., donc il faut effectivement de l'exigence. Ensuite, dans un concerto qui peut être un petit peu difficile, bien expliquer à l'élève que, finaliser, ça va prendre peut-être tant de temps, mais qu'il faut se focaliser sur des passages, alors sur des éléments techniques, sur des éléments de justesse, etc., pour que l'élève n'ait pas la sensation qu'on lui ait mis la barre trop haute. Oui, c'est ça, faire par étapes en fait. Parce qu'effectivement, si on devait imaginer, si la barre est trop haute, qu'on la chope jamais, on s'essouffle et puis il ne se passe plus rien. Bon, voilà. Après, je pense aussi qu'il faut bien connaître ses élèves. Alors aussi d'un côté du caractère. Parce qu'il y a des élèves qui se mettent beaucoup de pression, à vrai dire, ça existe encore.
qui vont se dire, tiens, dès qu'il y a un accident, voilà, ça va plus. Voilà. Donc c'est des élèves qu'il va falloir plutôt rassurer, dire, écoute, Ce que tu entends par accident, c'est une des petite fausses fausse notes, des trucs note comme ou ça. un Ouais. problème technique ou quoi, mais du coup, il y a quand même encore des élèves qui supportent pas ça. Et donc, là, le rôle, ça va être plutôt de, ouais, hey, cool la life, on est là Ouais. pour le plaisir, voilà. Et puis, il y a bien évidemment l'inverse, des élèves qu'il faut recadrer dans le sens, bien lui expliquer comment travailler son instrument, gérer l'autonomie, etc., etc. Donc, bon, c'est passionnant, effectivement, en quelques minutes comme ça, c'est relativement court. Et puis, oui, je crois aussi, il faut donner un petit peu de liberté à l'élève. C'est-à-dire qu'il y a le programme que nous, on définit, Ouais. mais l'élève peut amener des idées. Mm. Hein, voilà, donc je crois que j'ai un exemple concret devant moi. n'est-ce pas. Et donc ça laisse la liberté de lui expliquer parce que d'être tout le temps dans le rouge, hein, je m'entends, être tout le temps dans le rouge, c'est de jouer des choses très difficiles. Et jouer des choses très difficiles en public, ça peut être C'est très plus dangereux. traumatisant Voilà. qu'autre chose. Ouais. Donc le côté, je joue des choses que je maîtrise pour le plaisir, faut absolument que ça ait lieu aussi. Hein, voilà. Et donc, voilà, c'est pas un juste milieu, mais c'est un équilibre ou voilà, de passer de l'un à l'autre pour que ça soit complémentaire, effectivement. Et justement, ces fameux élèves très divers, qu'est-ce qu'ils t'apportent qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, qu'est-ce qu'ils t'apportent encore aujourd'hui? Alors, beaucoup de bonheur, je crois, je peux dire ça. C'est-à-dire que leur propre satisfaction de réussir quelque chose est aussi la mienne, bien évidemment. Alors que ce soit dès le début. Je veux dire, voilà, là, c'est les périodes de quelques semaines de rentrée, quand on voit des nouveaux élèves qui arrivent et puis qui font déjà des sons, 3 notes, voilà, enfin, les yeux qui pétillent, ça c'est quand même vraiment du bonheur. Hein, voilà. Ouais. Après, le bonheur de la réussite de fin de cycle, de fin de cursus. Le bonheur de voir aussi des élèves qui sont là sur la voie professionnelle et qui marchent bien. Après, ils m'apprennent... alors, ça me fait dire aussi que malgré les 30 ans d'expérience, ils m'apprennent aussi qu'il faut rester très créatif parfois. Parce que malgré tous les bagages de toutes les idées pédagogiques qu'on peut avoir pour régler certains problèmes, il faut quand même toujours inventer. Ouais, Voilà. toujours renouveler. Ouais. Voilà. Ouais. Et à propos de profs et élèves, est-ce que tu penses qu'un très bon prof, il aura un impact sur ses élèves au point d'avoir que des bons élèves? Tu as un doute là-dessus? Je vérifie pour moi. Ah, d'accord. Après, le très bon prof, de toute façon, alors déjà, il n'y a pas de mauvais élèves, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais le très bon prof, voilà, je parle d'outils pédagogiques, on pourrait établir toute une liste, mais à partir du principe où il y a tout ça qui est mis en route, on peut estimer que oui, les élèves sont bons. Après, c'est toujours pareil avec le projet qui va sur l'élève, parce que c'est ça qui définit si ça a été bon aussi. Si le projet, c'est d'être autonome pour entrer dans un orchestre d'harmonie, si le projet, c'est d'être dans un big band et savoir improviser, voilà. Donc, je dirais qu'ils sont bons si le projet qui a été défini est d'une certaine manière validé, quoi. Et du coup, le prof est bon si lui s'adapte au projet. Ça marcherait dans les deux sens. Il y a quoi. les deux sens, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu montes des projets, justement, avec ses élèves, pense par exemple à quand tu as repris l'harmonie de Meursault, il y a quelques années. Qu'est-ce qui te motive dans ce genre de projet? Parce que c'est des gros projets à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qui te motive? Alors là, je suis obligé un petit peu de retracer mon histoire du coup. On est aujourd'hui dans un cadre magnifique et à Meursault, voilà. Et donc, c'est un petit peu mes débuts, c'était mes débuts même carrément d'enseignant. Et j'ai fait la connaissance du chef de l'orchestre d'harmonie de l'époque, Yves Boyer, que je salue, et qui m'a raconté un petit peu l'histoire de cet orchestre. En me montrant la partothèque, en me montrant des médailles de concours, en me montrant des coupes. Et puis je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'était les photos qu'il m'a montrées. C'est-à-dire des photos de cet orchestre où les effectifs étaient juste impressionnants, énormes. Et donc ça m'a vraiment intrigué, à tel point que j'ai voulu en savoir plus sur l'histoire de ces pratiques amateurs. Alors j'aurais presque envie de retracer 2-3 choses, mais en France, le développement des pratiques amateurs s'est fait juste après la Révolution française. Dans un premier temps, c'était les orphéons, donc beaucoup basé sur le chœur. Et après,
grâce au développement de la facture instrumentale, il y a des instruments qui ont beaucoup progressé, hein. Il y a des clétages, par exemple, qui sont arrivés sur la flûte, sur la clarinette. Pour nous, les trompettistes, les pistons. Ouais. Voilà. Il y a des instruments sur cette époque-là qui ont été créés. Hein, toute la famille des saxornes, dont fait partie le bugle, le saxophone qui est apparu. Et donc là, on arrive sur la nomenclature de l'orchestre harmonique qu'on connaît encore aujourd'hui. Ouais. Et donc, après cette Révolution française, effectivement, les gens, alors je vais un petit peu vite, c'est sans doute un petit peu plus compliqué que ça, mais avaient envie de se voir et puis avaient envie de jouer ensemble. Il y a eu la création de ces fameux kiosques à musique dans les villes. Ouais. Et donc, les week-ends, c'était des concerts partout en ville, les musiciens et puis les gens qui venaient. Donc, avec des effectifs colossaux. Après, ça s'est un petit peu effrité, si je puisse utiliser ce terme-là, parce qu'il y a les activités sportives qui se sont développées. Et puis, il y a un événement qui a fait bouger un petit peu tout ça, c'est l'arrivée du disque. Parce que du coup, les gens, plutôt que d'aller le dimanche écouter la journée, se sont mis à écouter un petit peu plus la musique chez eux. Donc voilà. Bon, bref, alors tout ça est passionnant, mais mon cheminement, c'est que lorsque on m'a confié des missions de direction à l'école de musique et à l'harmonie, cette histoire m'avait tellement passionné que j'avais envie un jour de refaire un projet un petit peu de ce type-là. Et donc, on a décidé, avec bien évidemment pas tout seul, de réunir les 3-4 harmonies du coin, les 2-3 chorales, les chœurs d'enfants des écoles de musique de Meursault, de Chagny, du Conservatoire de Beaune. Et là, on a fait un énorme spectacle où il y avait 200 musiciens sur scène. Wow. On avait choisi le thème de l'opéra des comédies musicales. Et puis, avec 1600 personnes qui sont venues nous écouter. Wow, okay. Donc, j'étais là, bon, effectivement, je sais pas si c'est une expression un petit peu comme ça, le plus heureux du monde à ce moment-là. Alors, peut-être pas forcément dans la préparation, parce qu'évidemment, oui, c'est toujours assez complexe. Ouais. Voilà. Et puis, donc, le concert a été une réussite. Et puis après, quelques mois après, au moment des inscriptions, et ben voilà, je veux dire, c'est vrai, c'était vraiment une très très bonne année parce qu'on a donné à nouveau l'envie à des enfants, à des adultes, soit de commencer à apprendre la musique, soit de reprendre. Hein, voilà. Wow. Donc tout ça, hyper passionnant évidemment. Ah ben je savais pas tout ça moi. Ah. J'apprends. Eh oui alors. Et est-ce que tu as une anecdote de ta carrière que tu as envie de nous raconter? Alors j'aurais envie de prendre, là c'était une prestation en quintette de cuivre. Ok. J'aimais beaucoup le quintette de cuivre, j'en ai fait énormément. Et donc c'est à l'occasion d'un mariage, donc un copain qui se marie, qui nous demande est-ce que vous voulez jouer? Bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous jouer le canon de Pachelbel? Bien évidemment. Voilà. Et donc le jour de la messe, mon collègue tubiste était, je crois, pris un petit peu par l'émotion et il n'est pas parti à la bonne vitesse. Donc plutôt que de partir à la croche, il part à la noire, donc il est parti très très vite. Et sauf que très très vite, j'ai compris que ça allait se gâter puisqu'il y a les variations qui arrivaient un petit peu après. Oh là là, oui, pas pour lui, mais pour vous. Ah ben, ouais. Et donc j'avais quelques mesures à compter. Je disais, voilà, faut que je trouve une technique pour qu'à un moment, la gesticule, que je leur fasse comprendre que je veux régler un petit peu la situation. Voilà. Donc je trouve l'endroit, je me dis, tiens, avant 3 mesures, avant la variation, là, je vais faire je vais ralentir. Peut-être, pourquoi pas, un petit point d'orgue pour placer et repartir. Et ben, je m'en suis pas si mal sorti que ça. Ah. On repart sur la variation, ça se recadre, voilà. Mais c'est pas fini.
À ce moment-là arrive le prêtre avec son encensoir Ok. et il se met au milieu du quintet. Ah non. Et sauf que l'encensoir, là, c'était un bon parce qu'en fait, il nous a fait un nuage énorme à tel point qu'on se voyait presque plus. Ah non. Et donc, alors là, c'était plus des problèmes techniques, mais évidemment, un mini fou rire qui s'installe à Oui, l'intérieur bah des musiciens. Là, et donc, on a dû redouter de concentration pour aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, oui. tout Oh ça en là là. l'espace de, je sais pas, moi, 7-8 minutes, ça fait beaucoup. Ouais, quand on écoute, on se doute pas qu'il se passe tout ça. Bah, alors, Ouais. après, ce qui était très étonnant, c'est que les gens, je m'étais dit quand même, c'était pas la version du sec quand même, puisque là, et en fait, voilà, genre, canon pas chez nous. Tant mieux si ça leur a plu. Voilà. Mais nous, en tout cas, Incroyable. voilà, c'était un drôle de moment. Ouais, pas mal. Et dans tous les artistes, qu'ils soient morts ou vivants, quelles sont tes plus grandes sources d'inspiration? Alors, c'est compliqué comme question. Il y en a beaucoup et c'est finalement peut-être un peu diversifié. Mais alors, pour parler un petit peu de trompette, je suis vraiment en admiration pour un trompettiste allemand qui s'appelle Matthias Hoff. Ok. Parce que j'adore vraiment son jeu de trompette, c'est très beau tout le temps, c'est un musicien exceptionnel. Vraiment, il m'impressionne vraiment et il m'impressionne aussi dans l'ensemble de cuivre allemand, le German Brass, Mhm. qui est à mon sens un des meilleurs ensembles de cuivre du monde, voire le meilleur. J'ai eu la chance de les écouter 2 fois en direct, c'était extraordinaire. Et quand je les écoute, je suis dans un état, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Je suis impressionné, je Ouais. suis assis encore un quart d'heure après le dernier bis, je suis encore assis tellement voilà. Donc c'est vraiment des musiciens qui m'impressionnent. Ensuite, pour continuer un tout petit peu sur la trompette, il y a la trompettiste anglaise Alison Balsom, que tu aimes beaucoup aussi. Forcément. Hein, voilà. Ah bah Malheureusement oui. pour nous, elle a décidé d'arrêter sa carrière. Ouais, mais elle Elle a nous a fait- laissé des belles pièces quand Ah même. oui, et puis son concert de la semaine dernière était magnifique. Hein, voilà. Et pareil, c'est un jeu de trompette que j'aime beaucoup. Très beau timbre, très 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 belle touche. Et puis, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une musicalité très féminine dans tout ce qu'elle Hmm. entreprend. Donc ça, vraiment, c'est très très beau. Ensuite, j'aurais envie de prendre un compositeur, par exemple John Williams. Voilà, John Williams qui m'impressionne beaucoup parce que les musiques de films, voilà, qui était donc le compositeur attitré de Spielberg, hein, voilà, et qui a marqué toute ma génération. Alors effectivement dans Star Wars, mais pas que, il a bien évidemment pas écrit que ça, mais je trouve ça hyper impressionnant d'orchestrer les choses comme ça. Alors évidemment dans sa musique il y a beaucoup de cuivre, ça me plaît beaucoup, évidemment, Bah je oui. ne peux pas le cacher, mais de me dire mais comment viennent toutes ces idées quand arrivent les images et puis arriver à créer la musique derrière. Et Hmm. puis, allez, un petit quatrième, dernier exemple, je pense à un chef d'orchestre, Ok. un jeune chef d'orchestre qui s'appelle Klaus Makela. Je C'est connais un pas. jeune chef d'orchestre finlandais qui dirige aujourd'hui l'orchestre de Paris. Et pareil, j'ai eu la chance de le voir à l'œuvre à Dijon il y a quelques temps, dans la symphonie fantastique. Alors je peux dire que c'était vraiment fantastique. Voilà, et parce qu'il donne une énergie à l'orchestre. Enfin, j'ai rarement vu ça. Hmm. Et pour en avoir discuté avec les quelques musiciens de l'orchestre, eux aussi vivent des moments extraordinaires. C'est ancré, c'est d'une passion incroyable. Hmm. Enfin voilà, il a 28 ou 29 ans, à cet âge-là, c'est juste incroyable. Ouais, c'est fou de faire ça. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un moment inoubliable que tu as passé sur scène que tu voudrais nous partager? Alors, ouais, il y en a un, je crois, qui était, pour reprendre l'expression, la cerise sur le gâteau. C'était au moment où, on a fait, je crois, une dizaine de concerts en ensemble de cuivre avec les collègues de l'orchestre Dijon-Bourgogne. Et c'était David Guerrier qui était invité à la fois pour jouer et diriger l'ensemble. Ok. Et en fait, ça a été une année assez extraordinaire parce que entre la première répète notre rencontre et puis le dernier concert, 6-7 mois après, il s'est passé un truc phénoménal. Parce que c'était David, je te parle de David Guerrier, donc là, un moteur d'une exigence, alors pour lui et pour les autres. Et donc le dernier concert, effectivement, qu'on avait fait au Théâtre de Dijon, mais alors là, je me suis dit, là, on est dans un truc, c'est-à-dire que tout se passe bien, tout est naturel, sur des œuvres très difficiles, voilà.
Et puis, c'était couplé sans doute ce ressenti-là au fait que c'est quelqu'un avec qui je me suis très très vite bien entendu, avec qui j'avais décidé de moi-même remettre un petit peu dans le rouge, parce que ça fait pas si longtemps que ça, mais de lui rejouer tout, parce que David Goirier aujourd'hui c'est quand même le trompette solo de l'orchestre de Berlin, hein, voilà, faut le dire, et c'est phénoménal. Et je m'étais dit, bah tiens, ça serait peut-être l'occasion de se remettre un petit coup à rejouer des concertos à des grands comme ça. Donc il avait accepté, parce qu'à l'époque en plus il prenait des cours de violon à Dijon. Bon voilà. Oui, parce qu'il fait beaucoup de choses. Et puis le seul moment, bon j'enchaîne un tout petit peu sur autre chose, mais c'est lié quand même parce que voilà. Le seul moment qui était possible, c'était le mercredi en fin de journée. Alors j'avais une petite demi-heure, bon, pas de problème. Et donc la demi-heure s'est transformée tous les mercredis soirs en 3 heures. On se faisait virer du conservatoire parce qu'il fallait fermer. Et pire, au moment où il était, parce qu'il habitait à Lyon, on est rentré, il me rappelait, il me dit attends, je t'ai pas encore dit ça, note. Ah, non. Incroyable. Et voilà, c'était un très 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 bon moment de ma carrière, ça. Très bon pédagogue. Ah oui. Bah, c'est-à-dire que pour le coup, il joue vraiment très 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 bien, très très impressionnant aussi. J'aurais pu le citer tout à l'heure. Et puis il a, je pense pédagogiquement, c'est un docteur. Alors, on peut peut-être appeler ça comme ça, je sais pas. Oui, ok. Pour terminer, t'en as déjà un tout petit peu parlé, mais est-ce que tu peux dire que la musique t'apporte du bonheur? Ah bah oui, énormément. C'est vrai que je crois qu'on le ressent là depuis qu'on discute, mais je veux dire, si 30 ans comme ça se passent à une vitesse comme ça phénoménale, c'est que concrètement il n'y a pas de bug et que voilà, vraiment, je pense que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la carrière. Et oui, je crois que quand je parle de mon métier, de toute façon, c'est la passion, c'est le bonheur. Magnifique. Merci beaucoup Bertrand. Avec grand plaisir. Là, on va rencontrer Gilles qui nous accueille. Oui. Sur le domaine. Et après, on ira jouer ensemble. Bien sûr. Donc, les amis, restez bien jusqu'à la fin parce que Bertrand va nous coacher là. Bon. Pour monter un trio. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci beaucoup Camille pour l'accueil. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici, au Clos de Rougeot. Avec grand plaisir. Qui est une parcelle de ton domaine. Tu es vigneron? Je suis vigneron ou viticulteur, comme tu veux. Normalement, le vigneron, c'est celui qui travaille la vigne uniquement, et le viticulteur, c'est celui qui travaille la vigne et qui fait le vin en plus. Ok, donc voilà. Plus viticulteur? Peut-être plus viticulteur, mais les deux sont employés à l'heure actuelle. Ok, très bien. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie, en quelques phrases? Alors, moi je suis né dans le Cru, là, dans la région, d'une famille de vignerons viticulteurs depuis de nombreuses générations. Et donc j'ai repris le domaine il y a maintenant une quarantaine d'années, hein, donc la suite de mon papa. Ma vie se tourne autour de ce métier très attachant mais très prenant. D'accord. Et en parallèle, tu fais aussi de la musique? Alors j'ai fait 40 années de trompette. On a commencé au même âge, à 7 ans, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. À cet âge-là. Et puis des petits soucis de santé, et puis l'accumulation de beaucoup de travail dans nos micro-entreprises où on doit être partout, dans les vignes, au commerce, au bureau, et cette charge de musique, pas cette charge, c'était un plaisir, mais ça prend du temps aussi. Ça prend du temps, et ce qui m'a fait arrêter, c'est de ne pas vouloir devenir trop médiocre. J'avais un petit niveau de trompette correct, et le fait de manquer de temps pour répéter, parce que tout le monde sait que jouer de la trompette, c'est quand même, il faut être assidu. Ça prend du temps. Ça prend du temps, et si tu ne fais pas ce travail-là, ton niveau baisse doucement, et donc je ne voulais pas devenir trop mauvais devant les autres. Et du coup, tu as mis en pause une partie, et après tu as repris avec Bertrand?
c'est ça donc Alors non, lorsque Bertrand est venu à Meursault en tant que chef d'orchestre, il était tout jeune à l'époque, hein, il avait 25 ans, quelque chose comme ça. Donc en tant que trompettiste, il a rapidement pris aussi la place de prof de trompette à l'harmonie municipale de Meursault. Donc je pense qu'à cette époque-là, je n'avais plus de cours, je suivais seulement les répétitions à l'orchestre d'harmonie. Et puis Bertrand m'a donné une nouvelle envie, un nouvel élan, parce que c'est quelqu'un de très persuasif et de très très bon pédagogue. Et du coup, j'ai un souvenir vraiment inoubliable de ces très très bonnes années avec lui, où il m'a donné plein de conseils. Pour la petite histoire, puisqu'on doit j'ai un tout petit truc tout à l'heure ensemble, je m'y suis remis il y a quelque temps malgré la période des vendanges. Ok. Et donc à chaque fois que je me mets sur ma trompette, je pense toujours aux conseils que Bertrand me donnait, fais ci comme ça, fais ça, voilà. Ça c'est bien, ça c'est un bon élève. Non, c'est un Parce que bon moi prof. parfois Ok, non mais trop bien. Et la question aussi que je voulais te poser, qu'est-ce que tu fais comme lien entre être viticulteur et jouer de la trompette? De prime abord, c'est deux choses complètement différentes. Ben c'est ça, ouais. Mais si on parle du métier de vigneron ou de viticulteur et du métier de trompettiste, ce sont deux métiers passion, deux métiers exigeants, deux métiers qui apportent du bonheur aux gens, puisque que ce soit la culture ou que ce soit le vin, c'est pour que les gens passent de bons moments. Ce sont des métiers où il faut être travailleur, et puis il n'y a pas de monotonie. Je pense que dans le métier de trompettiste non plus, avec tout ce qu'on peut jouer de différent et nous tout ce qu'on peut produire de vins différents. Chaque année, chaque saison est différente. C'était les vendanges il y a quelques semaines. Eh bien, chaque millésime, c'est une nouvelle donne, c'est un nouveau cas de conscience. Et je pense que la trompette, c'est pareil. On attaque une nouvelle saison avec un nouveau programme. C'est assez similaire. Ouais, impressionnant. Et sur le domaine La Fouge, donc votre domaine, vous produisez quel type de vin? Alors on produit des vins de Bourgogne blanc, rouge. Le domaine est installé à Aussé-du-Rest, le petit village qui est juste à côté de Meursault, là où nous sommes. Et donc on produit des Auxey-du-Rest, des Meursault et des Pomards. D'accord. Je mettrai le lien en description de votre domaine. Merci Comme d'avance. Mais non, mais comme ça, les gens pourront voir un petit peu. Si vous aimez le cadre, il faut goûter le vin. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Avec Et à plaisir. tout de suite, du coup, pour qu'on Merci joue Camille. ensemble. Eh bien, à tout de suite. Gilles, maintenant qu'on est dans la cave, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le lien que tu fais entre le vin et la pratique de la trompette? Mais comme dit tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler, mais il y en a plein. On parle de justesse, il faut jouer de la musique de façon juste. Faire du vin, il faut le faire aussi de façon juste. Tu n'as pas droit à faire du vin avec des faux goûts. C'est une fausse note, un faux goût, c'est la même chose. On goûte un vin, tu apprécies plus celui-ci, plus celui-là, un autre vin va l'apprécier différemment. On fait du vin avec sa sensibilité. Comme on joue de la musique, avec sa trompette, tu joues avec ton cœur, ton âme, tes tripes, et avec ta sensibilité aussi. Le toucher de certains musiciens sera complètement différent d'un autre. Le vin de notre production sera différent de celui d'un autre vigneron, complètement. Et puis, on est tous les deux professions de la même façon. On part avec un produit brut. Tu as ta trompette, tu as ta partition avec des notes et il faut que tu fasses le plus beau concerto du monde. Eh bien, nous, c'est pareil, on a des raisins, on va le transformer en vin par la grande étape de la fermentation, vinification, pour essayer de faire le plus beau vin du monde. On donne le meilleur de nous-mêmes, voilà. Et toi aussi, tu vas donner, et vous aussi, vous le savez bien, vous donnez le meilleur de vous-même pour faire la plus belle chose qui soit. Magnifique.